Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss Abdi. Salut Driss. Bien le bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Super. Bien. Alors n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur le site Watch TV, que vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, c'est gratuit. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter et réagir avec le hashtag LeGarageWatch. Je vous rappelle également que Watch TV est disponible sur les principales box, sur les applications iOS, Android et Windows, et enfin que le Garage est en ligne sur la page auto de notre partenaire Yahoo France. Alors, au sommaire cette semaine, la légende Jeep, née durant la Seconde Guerre mondiale avec la Willys, la marque américaine produit aujourd'hui l'un des derniers vrais 4x4 de grande série. On se penchera un petit peu sur son histoire, son univers et ses voitures, bien sûr. Off-road toujours, puisqu'on parlera dans notre essai de la semaine de la Golf All-Track, la déclinaison tout chemin de la Golf de Volkswagen. Et puis Driss, quelques sujets d'actualité également, avec le Chaleco Marathon, une nouvelle Ducati peut-être, et puis je crois que tu nous as apporté quelques babioles sur le plateau. Quelques produits pour vous parler des kits main libres, les seuls que vous pourrez utiliser à partir de cet été. C'est d'actualité en effet, on en a parlé dans la dernière émission. Pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Drelon, directeur de la marque Jeep en France. Bonjour Guillaume. Bonjour, comment allez-vous ? Très cher. Alors ça va très bien, et pour Jeep aussi je crois que ça va bien d'ailleurs. Hein, ça se passe plutôt bien, les résultats sont là, on a passé une longue période à construire et à préparer les produits. Donc les voici arrivés, donc une très belle progression pour la marque depuis le 4e trimestre 2014. Donc on est la première progression du marché depuis 2014 et sur 2015 également. Quasiment 100% de progression. 400% de progression. 400%. Donc voilà, on multiplie par 4 nos volumes. Donc non, c'est plutôt une belle période et surtout porté par un produit qui vient au cœur du marché français, qui est le Renegade. Dont on va parler. Dont on aura l'occasion de parler, je pense. Oui. Voilà. Pour vous donner la réplique, Guillaume, j'accueille également deux confrères. Alors tout d'abord Laurent R, journaliste indépendant et automobile. Salut Laurent, tu nous reçois chez toi à Düsseldorf. Oui, bonjour à tous. Ravi de te retrouver. Bonjour. Et enfin, spécialiste de la machine agricole, comme on dit dans le jargon, quand on parle de gros 4x4, Nicolas Stévenin, éditeur du site lejournaldu44.com. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, c'est une première pour toi, ça fait plaisir de te recevoir. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Ça marche bien. On parle un peu d'agricole. Ouais, ça marche bien le K4 aujourd'hui, Nicolas, c'est porteur. Porteur, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il y a toujours des irréductibles et ça intéresse quand même pas mal de gens, surtout pour l'aspect franchissement. Il y a des fans et ça continue, donc ça, c'est plutôt positif. Bien, voilà, les présentations sont faites. On va se retrouver dans une poignée de secondes avec notre premier sujet. À tout de suite. Voilà, donc c'est l'une des rares marques iconiques et à elle seule, elle symbolise l'univers du 4x4. Elle est née en 1941, elle a effectué ses premiers tours de haut en France au débarquement en 1944. Ces voitures s'appellent Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee, Renegade. Je veux bien sûr parler de Jeep, Guillaume. Alors pour commencer, une question qui semble simple mais dont personne ne semble avoir. La réalité, la vérité, c'est d'où vient ce nom de Jeep ? Il y a plein d'hypothèses et moi j'aimerais avoir la bonne. Alors c'est une bonne question, effectivement, on la pose assez souvent et en tout cas on a beaucoup l'occasion d'en discuter. Alors il y a deux thèses dont une, je dirais, qui a pris le pas sur l'autre. La première, on va dire la moins probable, c'est une origine qui pourrait venir de Popeye. Dans les années 35-36, il existait un petit personnage qui s'appelait Eugene the Jeep et une des hypothèses peut venir de là. Celle qui me semble la plus crédible et qu'on a coutume de raconter pour expliquer l'origine de cette marque, c'est le produit d'origine, donc qui est la Willys, donc qui est, comme vous l'avez dit, débarqué sur les plages de Normandie en 1944. C'était un produit en fait qui est issu d'un appel d'offres qu'a lancé l'armée américaine pour un véhicule multi-usage et capable d'accéder à peu près partout. Ça a fait l'objet d'un appel d'offres avec un certain nombre de critères et de charges à proposer par le constructeur pour en remporter cet appel d'offres. Et l'intitulé de cet appel d'offres, c'était un General Purpose Vehicle. Donc General Purpose pour multi-usage, multi-capacité. Et
la contraction était GP, donc, et le de GP est venu un peu dans le langage des GI, l'appeler la Jeep. Et donc c'est devenu la Jeep, et l'utilisation en tant que marque est arrivée bien plus tard. Alors donc on l'a dit, à l'origine de la marque et du véhicule, il y a un projet militaire, un besoin militaire, un appel d'offres pour un petit véhicule de reconnaissance léger qui a fini par s'appeler la Willys, mais qui a une histoire un peu mouvementée parce qu'il a été fabriqué à la fois par Ford et puis par Willys Overland à l'époque, c'est ça, hein? Alors ce qui s'est passé, c'est un peu un joyeux mélange. En fait, Bantam a été à l'origine véritablement des premières esquisses et du premier prototype, qui a été industrialisé avec Willys Overland. Willys Overland qui était l'entreprise qui s'en est chargée. Puis Ford en a produit sous licence parce que la capacité de production de Willys Overland n'était pas là, et il a fallu produire près de 600 000 voitures sur la période relativement courte de 41 à 44-45. Alors aujourd'hui, la marque appartient au groupe Fiat Chrysler Automobile. Ça n'a pas été toujours le cas, on l'a déjà commencé à l'évoquer. La marque a même été en quelque sorte française à un moment, hein, c'est ça, puisque elle a appartenu à Renault via American Motors. Enfin, on voit une histoire vraiment très très mouvementée. Alors vous êtes très, très bien renseigné. Effectivement, à l'époque d'AMC, Jeep faisait partie du giron de Renault. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, puisque ça nous donne une idée, ou en tout cas une façon de comparer la puissance de la marque, notamment en France, au fil des âges et au fil des alliances. Donc après cette période Renault qui a permis, je dirais, l'avènement du SUV compact avec le Cherokee, c'était le produit, je pense, le plus connu de l'ère Renault. On a eu ensuite différentes alliances, que ce soit en nom propre lorsque Chrysler Corporation a racheté Jeep. Puis on a eu la période Daimler-Chrysler, une période à nouveau Chrysler LLC, puis cette alliance stratégique formée avec Fiat. Mais voilà, Jeep est un peu comme une espèce de constante, toujours resté vraiment une marque, je ne vais pas dire indépendante parce que c'est pas le cas, mais vraiment une marque importante. J'imagine qu'elle a suscité pas mal de tractations et de convoitises. Est-ce qu'il a été à un moment question de la séparer ou pas, ou elle a toujours fait partie d'un package, notamment lors du rachat de Fiat, mais peut-être avant par Chrysler à AMC. Jeep était vraiment toujours une marque essentielle? Jeep a toujours été une marque essentielle à partir du moment où elle a été intégrée dans le groupe Chrysler, et depuis l'intégration dans le groupe Chrysler, donc après la période AMC, Jeep est resté cette constante, cette marque iconique avec presque chacun des produits était une marque dans la marque, hein, que ce soit Wrangler, que ce soit Cherokee ou Grand Cherokee, sont devenus vraiment des institutions. Donc ça c'est une des constantes clairement de la marque Jeep. Ensuite, il n'a jamais été question de la séparer, puisque à partir du moment où le groupe Chrysler a poursuivi son développement à travers les marques Dodge ou bien sûr Chrysler, il n'a jamais été question de se séparer de la marque, et il a toujours eu son plan de développement en termes de produits, et y compris dans les périodes un petit peu difficiles qu'ont connu les États-Unis dans les années 2008-2009, le plan produit sur le Jeep a toujours été maintenu, les investissements sur le produit, et ce qui nous a permis de faire naître assez rapidement après la formation de l'alliance Fiat le nouveau Grand Cherokee qui est aujourd'hui notre fer de lance et une très belle réussite, puis continuer le développement avec les produits que vous citiez tout à l'heure, que ce soit Cherokee ou Renegade bien sûr. Laurent R, est-ce que tu veux dire un petit mot sur un petit peu cette historique et cette première entrée en matière? De toute façon, la Jeep a toujours eu beaucoup de succès, notamment un succès d'estime en France, hein, parce que c'est la Jeep tu parles de la Willys, hein, historiquement, oui. C'est la Jeep de la Libération. Elle a même été fabriquée en France sous licence par Hotchkiss à l'époque, si je dis pas de bêtises, au début des années 50. Oui. Ouais. Oui, voilà. Ça a même donné lieu, même par la suite, à quelques copies rigolotes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la marque Dallas. Oui. Présidé par Franck Alamo, le chanteur. Ça a été pendant un moment le 3e constructeur en France. Donc la Willys a toujours été très convoitée, copiée plus ou moins bien, mais en tout cas dans le cœur des gens qui pratiquent le tout-terrain, ça occupe toujours une place de choix. Nicolas, un petit mot sur cette entrée en matière? La Willys, c'est vraiment l'icône du tout-terrain.
quoi. C'est le véhicule dont tout le monde va se souvenir, et on trouve des passionnés à l'heure actuelle, un peu sur deux versants, un versant très historique et military, et après dans les pratiquants de tout terrain. C'est un véhicule qu'on croise régulièrement sur des terrains, des rassemblements, et qui a vraiment porté après tout le secteur du 4x4. C'est l'icône, voilà. Si on est collectionneur et qu'on veut acheter une Willys, Nicolas, ça se trouve facilement ou pas ? Tu sais ça ? Alors ça devient de plus en plus compliqué de trouver des Willys en bon état, ça devient de plus en plus cher, c'est très coté. Par contre, on trouve, il y a des importateurs en France, par exemple, on peut acheter quasiment une Willys neuve avec moteur neuf, retrouver les ponts. Enfin, il y a des produits qui existent pour pouvoir se refaire sa Willys à l'état neuf, notamment les carrosseries qui, si mes souvenirs sont bons, sont en provenance d'Asie. Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet de l'actualité de Jeep avec un premier produit, le Renegade, c'est le dernier, hein, le petit dernier. C'est un petit peu un produit miracle, le Renegade. Je regardais les statistiques de vente. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu une Jeep dans le top 100 des ventes en France ? Elle est, je crois, à 68e. C'est assez exceptionnel, non ? Alors c'est clairement exceptionnel. J'aborde après avoir connu toute l'histoire de la marque en France. C'est à la fois une très bonne nouvelle, mais aussi, je dirais, la reconnaissance de l'arrivée de Jeep dans un segment qui porte la croissance du marché français aujourd'hui. Ce qu'il faut regarder, c'est, je vais commencer par ça parce que je pense que c'est une bonne façon de comprendre l'évolution de la marque. On a beaucoup parlé de la Willys, c'est clair que c'est l'origine de la marque et c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous les produits aujourd'hui. Vous verrez sur un Renegade, beaucoup de petits clins d'œil rappellent cette fameuse Willys. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le potentiel de la marque Jeep en France et en Europe est absolument inédit depuis l'arrivée de Renegade. Pourquoi ? Parce que on parlait des différentes alliances avec AMC, Renault, Daimler Chrysler et Fiat aujourd'hui. Il faut remettre dans le contexte la capacité de Jeep à couvrir le besoin du marché. C'est-à-dire que même si on a été l'inventeur du 4x4, on est un dépositaire du concept de 4x4 avec la Willys, on a aussi défriché un grand nombre de segments. Donc ce qu'on appelle les SUV aujourd'hui, qui sont ni plus ni moins les véhicules de loisirs. En fait, on a créé un peu ce segment dès l'après-guerre, en fait, en 1946. On a développé un produit sur la base de la Willys qui s'appelait le Station Wagon, qui était un espèce de gros break sur la base de la Willys, qui était multi-usage jusqu'à 6-7 places. Et voilà, c'était le début, l'entrée finalement le point de départ des SUV dont on parle toujours aujourd'hui. Ensuite, on a défriché d'autres segments, que ce soit le SUV compact avec le Cherokee, donc le premier Cherokee des années 80. qu'on connaît bien. Puis on a défriché aussi le SUV de luxe. Alors non pas avec le Grand Cherokee, mais avec le Wagoneer. Donc pour ceux qui se souviennent, c'était là aussi ce grand break qui avait dans les années 60 défriché voilà les premiers véhicules, l'imagerie qu'on avait de l'Amérique avec la direction assistée, la climatisation, les vitres électriques. Et donc tout ça a créé un petit peu cet univers qui est un peu décalé d'ailleurs la perception des Européens, parce qu'en fait dans l'esprit des Européens on voit beaucoup plus Land Rover que Jeep, mais pour autant Jeep a défriché et était un peu le pionnier de tous ces segments. On l'a concrétisé évidemment avec Grand Cherokee dans le segment des SUV de luxe dès les années 90. Alors tout ça, pour revenir à ce qui s'est passé en France, la marque Jeep en France a jamais fait plus de 4000 voitures. Que ce soit de l'époque Renault, alors que le réseau et la capacité et la capillarité du réseau Renault a jamais est tellement immense par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour autant, on n'a jamais fait plus de 4500 voitures. On a eu un petit épiphénomène en 2007 à 5000, un peu plus de 5000 voitures, juste avant la mise en place du fameux malus. Et à l'époque, on avait 7 Jeeps au programme, où on avait, si vous vous souvenez, Compass, Patriot, Wrangler 4 portes, Cherokee, Grand Cherokee et Commander, si vous vous souvenez de cette version 7 places. Donc, indépendamment de cet épiphénomène, on a toujours navigué autour de 4000 voitures, parce que notre capacité à répondre aux besoins du marché était
limité par la nature même de nos produits. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que le malus s'est renforcé, les contraintes, etc. se sont transformées de manière significative. Ouais. Et on en parlera tout à l'heure quand on évoquera le Wrangler et tout ça, mais absolument. Et fondamentalement pour nous, il était important d'évoluer vers le besoin du marché, les règles du marché, sans pour autant se dénaturer et perdre notre âme. Et c'est exactement la proposition que représente Renegade. Mais pour vous donner juste une idée, sur un marché de SUV qui est passé de 200 000 à 400 000 voitures projetées en moins de 10 ans, la gamme Jeep était capable de couvrir, en termes d'offres, plus que 8%. À fin 2013, on couvrait 8% de l'offre des SUV sur le marché. Donc autant dire, on est la marque représentative du 4x4, mais on n'est pas capable d'offrir du 4x4 partout où le marché en demande. Donc avec l'arrivée de Cherokee et de Renegade, l'année dernière, en fait, on a grimpé cette capacité à couvrir le marché de 8% à 25%. Et le plan produit qui est en place pour la marque va nous permettre, d'ici 2018, de couvrir plus de 50% ou près de 50% du marché des SUV. Donc au-delà de parler d'une logique de volume, etc., rien que par la construction de cette nouvelle gamme, on a une capacité absolument inédite de toute l'histoire de la marque de couvrir les besoins des clients en France et en Europe. Et Renegade, c'est ça l'histoire, c'est exactement ça. On arrive sur un segment, alors dans le jargon automobile, on a sous-segmenté les SUV en I1, I0, I1, I2, I3. Donc concrètement, les petits SUV, les SUV de compact, les SUV de taille moyenne et les grands SUV. Et subcompact aussi. Oui, voilà. Donc, mais ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que tout le marché des SUV se situe sur les SUV, les petits SUV et les SUV compacts. C'est 75% des ventes se situent sur ces deux segments. On arrive sur le plus gros segment aujourd'hui, qui est le segment des petits SUV, qui a explosé grâce aux captures 2008, Juke qui avait défriché d'ailleurs le segment, et donc tout ce qui a été décliné, Countryman, Yeti, Mocha, donc tous ces produits-là qui ont apporté une offre, j'ai un bon compromis en termes de look, de flexibilité, de modularité. Et du coup, il y a eu un vrai transfert des petits monospaces vers ces produits-là. Donc c'est ça le succès aujourd'hui des SUV, qui sont d'ailleurs pas toujours des 4x4. Et dans beaucoup de cas, sont souvent des 4x2. Oui, alors justement, d'ailleurs, on le notait la semaine dernière, quand on parlait il y a 15 jours des petits SUV, notamment les nouveaux SUV japonais. C'est presque les plus petits aujourd'hui qui représentent plus l'univers du 4x4, je pense au Vitara, au Renegade bien sûr, qui ont des vrais programmes off-road que les SUV compacts ont perdu non plus. C'est assez amusant. Alors donc ce Renegade petit SUV 4,25 m, c'est une vraie Jeep, il y a des détails marrants, on va aller voir, qui rappellent, vous en parliez tout à l'heure Guillaume, cet univers 4x4, voilà, là il y a le Yeti qu'on retrouve dans la lunette arrière, la calandre dans le rétroviseur, il y en a un peu partout dans la voiture. C'est la Willys également. C'est un petit peu un jeu de piste. Là, c'est une carte de Moab. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Moab, c'est on va dire un terrain de rêve d'évolution 4x4 dans l'Utah. Voilà, des petits rappels un petit peu partout. Il y a même le rappel du jerrycan. Donc ça, c'est le jerrycan, la croix en fait, c'est le symbole du jerrycan. Une petite araignée. Là, c'était un petit clin d'œil pour dire que Willys a souvent un corollaire en fait, une image qui est double. C'est soit on a une image très positive de ce produit parce que c'est le véhicule qui a libéré la France, c'est donc symbole de liberté à la fois je dirais liberté fondamentale mais aussi liberté, loisir et capacité. À partir du moment où on est sorti de l'aspect très militaire, on est passé tout de suite dans le mode loisir. Donc c'est cet aspect de liberté, d'aventure qui passe par la Willys. Malheureusement, il y a aussi un côté négatif qui est celui de la perception d'un produit qui est inefficace, qui consomme beaucoup, qui pollue, etc. Et le petit clin d'œil auquel vous faites référence, c'est un petit peu ça aussi, c'est de dire Jeep a fait sa révolution. Jeep propose un produit compact qui est finalement presque aussi compact que la Willys, mais tellement plus efficient et évidemment raisonnable. Et aujourd'hui, la proposition qu'on fait à travers Renegade et même Cherokee, c'est de dire voilà, on a conservé l'âme de la marque et pour autant on répond aux critères du marché.
Nicolas, je sais que il y a un débat chez les puristes sur Jeep aujourd'hui que certains jugent marketing ou pas. Est-ce que le Renegade est une vraie Jeep selon toi? Alors, on va dire qu'il y a plusieurs versions déjà chez Renegade. Moi, j'ai pu tester la version Trailhawk. Donc, on a vu effectivement à l'image, tout à l'heure. Voilà, qui est celle qui a des vraies aptitudes tout-terrain. Après, chez les aficionados de la marque, effectivement, depuis que c'est passé dans le giron Fiat, il y a des gens qui ont un petit peu tendance à penser que Cherokee et Renegade ne sont pas des vrais Jeeps. D'un autre côté, la Renegade en Trailhawk a quand même des capacités tout-terrain. C'est un véhicule agréable. Moi, j'ai été agréablement surpris lors des essais. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que c'est ces segments-là qui vont porter la marque. Le Wrangler étant le franchisseur pur et dur, le seul, on va dire, qui reste à l'heure actuelle, avec des points rigides, puisque Defender est abandonné et que le Mercedes G est quand même distribué au compte-gouttes vu les tarifs. Donc moi je pense que c'est plutôt positif l'arrivée de Jeep dans le giron de Fiat, parce que ça va faire avancer la marque. Après, la grande question, en tout cas moi ce qui va m'intéresser, c'est de savoir le devenir de Wrangler, puisque avec les nouvelles normes, le véhicule va devoir évoluer et on ne sait toujours pas ce que va devenir cet engin qui est le vrai franchisseur pur et dur. Ah bah alors on peut peut-être soit on garde la question pour tout à l'heure, soit on la pose maintenant. Le Wrangler, Guillaume, il a un avenir? Alors, avant de revenir sur Wrangler, je trouve que les questions sont intéressantes, parce que je pense que c'est les questions que tout le monde se pose. Que veut dire Jeep dans le giron de Fiat? Et je voudrais vraiment bien clarifier ce point. Aujourd'hui, en fait, on a formé avec Fiat une alliance de la même manière que Nissan et Renault avaient formé une alliance. L'objectif étant d'avoir des capacités à investir dans le produit, dans des plateformes, pour réduire les coûts et être capable de proposer des produits plus adaptés. De cette alliance a été formée une consolidation qui est Fiat Chrysler Automobile. Et ce qui est important, c'est que l'objectif qui a toujours été assigné à cette alliance, c'est d'être capable, un petit peu à l'image de ce qu'on reconnaît tous aujourd'hui dans le groupe Volkswagen, c'est cette capacité à produire une plateforme commune qu'on va exploiter sur toutes les marques, mais avec une identité propre à chaque marque. Et c'est ça qui est très important. Et aujourd'hui, ce qui est fait sur la marque Jeep, grâce, je dirais, à ce groupe qui est Fiat Chrysler Automobile aujourd'hui, c'est la capacité de prendre une plateforme qu'on a développée pour le Renegade. Donc on appelle le SGMA, c'est ça, la plateforme SGMA qui sert donc au Renegade, mais également à 500X, et même à d'autres marques pour d'autres produits. Et donc cette plateforme, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez une 500X et un Renegade, les deux produits n'ont absolument rien à voir l'un par rapport à l'autre, s'adressent à des clients totalement différents, et on le revoit dans les premiers retours, puisque maintenant on a les deux produits lancés sur le marché. Et au-delà de ça, et là c'est vraiment à l'adresse des clients qui ont des doutes sur l'aspect Fiat. C'est pas Fiat qui a développé le Renegade. En fait, l'équipe de projet qui développe l'ensemble de la gamme et des produits Jeep est une équipe basée à Détroit, au siège américain de la marque, par l'équipe marque de Jeep. Donc après, comme chacune des marques, on va piocher dans les banques d'organes et on dit voilà, j'ai besoin d'une plateforme, j'ai besoin d'un moteur, j'ai besoin d'une boîte, et je construis mon produit. Et ce qu'il faut vraiment noter dans la genèse et dans la réalisation du Renegade, c'est qu'on a un produit qui a une identité absolue. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce Renegade soit une Jeep. Et sur l'aspect purement technique, qui là aussi pouvait être une des objections ou une des remarques qu'on a pu nous-mêmes sur nos réseaux sociaux, et vous l'avez fort justement noté, les versions Trailhawk sont là pour respecter cette promesse de marque. Et cette promesse de marque, c'est de dire j'ai une Jeep, quel que soit son segment, je m'adapte à la situation de chacun des segments, bien sûr, sinon je me marginalise. Mais pour autant, je garantis avec une version spécifique qu'on trouvera sur toutes les gammes. Donc le Trailhawk, c'est notre finition pure off-road qu'on a inauguré avec Cherokee, qu'on a décliné sur Renegade, qu'on aura sur le futur remplaçant, donc sur le segment des SUV compacts, donc qui viendra remplacer pour ceux qui se souviennent le Compass. Donc on aura une nouvelle plateforme, un nouveau produit sur ce segment-là, un Trailhawk qui existera, etc., etc. Donc pour autant,
il faut vraiment avoir ça en tête. Un Renegade aujourd'hui est la meilleure proposition en termes de capacité tout-terrain de ce segment. C'est-à-dire que c'est le seul SUV de ce gabarit avec une boîte de réduction, un système d'aide à la descente, un système de gestion de motricité, etc. Donc on est vraiment, et je pense que vous l'aviez souligné, monter dans un Cherokee Trailhawk et le voir évoluer sur un terrain de 4x4, on le fait grâce à notre Jeep Academy, qui est notre propre école de tout-terrain. C'est absolument bluffant. C'est-à-dire que parfois, il va passer aussi bien qu'un Wrangler. Donc ça me permet de faire une belle transition vers votre deuxième question, qui était: que devient le Wrangler ? Le Wrangler, c'est le produit icône de la marque. Le Wrangler existera et existera toujours. Il va évidemment évoluer pour pouvoir respecter un certain nombre les contraintes environnementales, puisqu'il faut s'y adapter. C'est pas une option, c'est une obligation, qu'elle soit morale ou administrative, mais je pense que elle l'est également morale. J'imagine que c'est aussi un frein à la vente, puisque jusqu'à 8 000 € de malus sur ce genre de produit, ça doit quand même peut-être dissuader à un moment l'acheteur. Alors évidemment, c'est confiscatoire, 8 000 € de malus, évidemment. Après, notre clientèle est beaucoup de petites entreprises, de petits entrepreneurs, et qui souvent l'utilisent en VU. Donc aujourd'hui, 70% des immatriculations de Renegade, de Wrangler sont des VU. Mais pour autant, le produit existera. Il est vrai que vous soulignez... Juste VU, on précise, c'est véhicules utilitaires. C'est les dérivés, les dérivés de VP, en fait. Et donc VP, véhicule particulier. Voilà. Ça, c'est des petits acronymes que tout le monde ne connaît pas. Merci de préciser. Et donc le Wrangler a effectivement un avenir. On le poursuit bien évidemment. On aura une petite interruption de disponibilité du diesel jusqu'à ce qu'on en produise une version Euro 6. Et il sera entièrement remplacé dans l'année qui suivra. Laurent, comment se porte le Renegade en Allemagne? Il se vend aussi bien qu'en France? Alors, j'ai pas de chiffres sur les ventes du Renegade en Allemagne. Par contre, je peux vous dire qu'il est très très bien accueilli dans la presse écrite, et puis surtout sur le net, on le voit bien. Les essayeurs n'ont pas hésité à le mettre dans la boue, sur la rocaille, et puis le résultat est là, c'est un vrai Jeep. Je me souviens de son accueil à Genève l'année dernière, en 2014, quand il a été présenté. Ça a été le coup de cœur de nombreux confrères, même pas forcément spécialisés dans le 4x4. On avait fait une émission à l'époque, et c'est un nom qui était revenu plusieurs fois. On va rester sur le tout-terrain, donc avec ce Wrangler, donc qui existe en deux longueurs de châssis, 3 portes et 5 portes, ou je sais pas si on compte la porte arrière sur ce genre de véhicule. Il s'en vend combien aujourd'hui en France de ce type de 4x4 chez Jeep ? Alors nous on fonctionne sur à peu près 1000 à 1500 unités par an. Ce qui est pas ridicule, ce qui est plutôt exceptionnel, puisque c'est vraiment le leader du coup des 4x4 purs et durs. On a eu un pic en 2012 où on a vendu plus de 2000 Wrangler, et ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsqu'on a lancé cette nouvelle version qui accueillait le 4 portes, le diesel, même au lancement en 2007, on avait atteint un peu plus de 1000 unités. Donc c'est quelques années après, avec le relancement, je dirais, de la marque en 2012, 2011 exactement, qu'on a atteint le record historique de vente de Wrangler à plus de 2000. Donc aujourd'hui, évidemment, naturellement, la volumétrie s'est réduite par la pression fiscale, mais pour autant, il reste très présent dans le cœur et dans le business de Jeep aujourd'hui. Le client du Wrangler achète quel type de Wrangler ? C'est-à-dire, est-ce qu'il achète une version civilisée, entre guillemets, ou est-ce qu'il accessoirise volontiers sa voiture ? Évidemment, ça c'est une caractéristique. Donc déjà, clairement, on vend à peu près 50-50 en termes de porte 4 portes. Donc ça, c'est assez homogène. Par contre, on fonctionne énormément sur les séries spéciales. Donc on a une animation autour du produit qui permet de créer des packages toujours un peu plus sympas, où on va pouvoir jouer sur le look extérieur, sur les jantes, sur le capot. Et ça fonctionne de manière assez instantanée auprès des fans du produit. Et effectivement, comme vous le soulignez, beaucoup vont après en aftermarket.
l'aftermarket pour créer des Wrangler pas possibles, où ils sont prêts à remettre presque autant que le prix du véhicule lui-même pour en faire un Bigfoot, le rehausser, rajouter des accessoires. Et c'est assez incroyable d'ailleurs de voir ce qui se fait autour de ce produit. Nicolas, dans les rassemblements, on en voit beaucoup des Wrangler. J'ai vu qu'il y avait eu, je crois le week-end dernier, il y a 15 jours, un rassemblement qui a lieu tous les ans à Chambon-sur-Sarthe. Et alors il y a des photos sur ton site où on voit des Wrangler quasiment refaits avec un châssis tubulaire et tout. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup? Alors, les Wrangler, tels qu'on les connaît, effectivement, on en voit beaucoup. Généralement, elles sont modifiées pour accroître les capacités tout-terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très agréable dans la marque Jeeps. C'est qu'on peut trouver énormément d'accessoires pour préparer sa Jeep et en faire un peu un véhicule unique. On est un petit peu sur la même logique que les motards qui roulent en Harley. C'est-à-dire que le véhicule est certes iconique, mais après, il faut avoir le sien qui va se différencier. Alors il y a des tas de choses, il y a des capots, il y a des pare-chocs, il y a des suspensions. Et là, ce qu'on voit, là, c'est des véhicules vraiment préparés. Ce qu'on voit actuellement en photo. Et Chambon est le plus grand rassemblement de Jeep en France. Et on trouve de la Willys, on trouve des vieux Cherokee, enfin tous les TJ, les YJ, tous les anciens véhicules sont aussi présents. Et on voit aussi les Wrangler. Alors là, c'est complètement différent, ce qu'on vient de voir en tubulaire. Mais c'est un moteur Mopar. Laurent, est-ce que le 4x4 est aussi pénalisé en Allemagne et quid du Wrangler? Est-ce que tu as une idée là-dessus? La pratique du 4x4 ici est vraiment ultra réglementée, et tellement réglementée que de toute façon on n'en voit pratiquement pas. Pourtant il existe quand même des rassemblements. Pour en venir à Jeep, on le voit bien ici, la marque est très très près du club officiel et ils organisent pratiquement tous les mois des sorties. C'est très problématique le 4x4 en Allemagne. On va dire que le marché du 4x4 c'est pratiquement mort de toute façon, à part bien sûr le SUV. Alors donc on a vu le Wrangler, on a vu le Renegade. Il y a un autre SUV qui est le Grand Cherokee. On change d'univers un peu là quand même. Je sais pas trop comment le qualifier. Donc c'est un grand SUV, mais est-ce que c'est pas un SUV de luxe au sens où on pense au Q7, au Range Rover? Est-ce qu'on n'est pas on change pas d'univers pour passer du 4x4 au luxe? Alors c'est clair, on en parlait tout à l'heure, le Wagoneer avait créé un peu ce segment, ou en tout cas ouvert la voie vers les SUV de luxe. Notre proposition aujourd'hui avec Grand Cherokee, c'est de faire un SUV de luxe. Alors je précise juste que ce qu'on voit à l'image, c'est pas le Grand Cherokee, mais le Cherokee. Mais bon, peu importe. Mais le Grand Cherokee, c'est notre vaisseau amiral, c'est le produit qui, je dirais, combine un petit peu comme chacun. Voilà, on a un entrée de gamme et on va jusqu'au produit phare de la marque, le plus représentatif. Et donc là, on le voit à l'image. Le Grand Cherokee aujourd'hui, effectivement, s'est rapproché peut-être doit être à 98% au niveau des Allemands qui ont pris d'ailleurs le lead sur ce marché que l'on maîtrisait avec Range Rover jusqu'à l'aube des années 2000, où sont arrivés tous les Touareg, Cayenne, X5, ML, etc. Ils en héritent d'ailleurs Il hérite du ML. C'est un peu je dirais peut-être la petite anecdote, c'est que c'est la seule plateforme en fait qu'on a développée en totalité avec Mercedes à l'époque de la précédente alliance, et donc ce Grand Cherokee est sur la plateforme de l'actuel ML. Alors les moteurs ont changé, un petit peu évolué. Il a été adapté au marché européen, notamment avec un moteur diesel Fiat V6 3 litres, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, un moteur VM 3 litres, 250 chevaux aujourd'hui. Mais pour autant, il est fabriqué aux États-Unis, celui-ci toujours. Alors le Grand Cherokee, oui, la totalité de notre production est fabriquée aux États-Unis, sauf le Renegade qui est fabriqué en Europe. En Europe avec, je crois également une usine au Brésil, si je dis pas de bêtises. Et Renegade qui est désormais produit au Brésil depuis la semaine dernière. Driss, un petit mot sur Moi, je me posais, j'avais deux questions. On parlait de la pression fiscale en France, donc je voulais savoir quels étaient vos principaux marchés.
d'une part. Et la seconde, c'est on parlait de la production aux États-Unis. Au niveau du taux de change aujourd'hui, avec le dollar qui est beaucoup plus fort que l'euro, l'impact que ça peut avoir. Alors, deux excellentes questions qui sont au cœur de nos débats. Au niveau de la répartition de la production, aujourd'hui, les États-Unis représentent les volumes les plus importants de la marque. Juste pour donner déjà une idée de ce que représente Jeep dans le groupe, l'année passée, ça fait 3 ans qu'on bat le record historique de vente de Jeep dans le monde. On a fait en 2012 700 000 voitures, 2013 730 000 voitures et plus d'un million en 2014. Et on est sur un trend pour aller bien au-delà cette année, donc c'est effectivement extrêmement favorable. Et dans cette part de production, quasiment un peu plus de 80% est écoulé aux États-Unis. Donc notre plus gros marché, États-Unis et zone NAFTA, donc Amérique du Nord. Ensuite, sur le développement et la production sur les zones comme l'Europe, on est dans une croissance exceptionnelle sur l'Europe grâce à Renegade. Donc on est sur un mix complètement différent. C'est-à-dire que Renegade aujourd'hui va représenter 70% de notre volume, représente déjà 70% de notre volume en France et un peu au pro en Europe, là où le trio Grand Cherokee, Cherokee en premier d'ailleurs, Grand Cherokee et Wrangler représentent 80% des ventes de Jeep aux US. Donc il y a une vraie disparité entre les zones du monde sur le mix de ventes, évidemment lié à la fiscalité ou à la pression de chacun des marchés. Ensuite, sur ce qui est du taux de change, le taux de change est plutôt favorable à l'échelle globale groupe. C'est-à-dire que dans la mesure où beaucoup de produits sont développés, sont produits aux États-Unis, mais on recourt à beaucoup de composants européens, on a un vrai gain sur la partie US. Pour nous, effectivement, on a un impact puisque le taux de change a sacrément varié sur ces derniers mois. Donc on a un impact économique clair en Europe, mais qu'on ne souhaite pas redistribuer sur le client. Donc c'est vraiment un aspect que la marque digère, en fait. On va avancer sur l'univers de la marque maintenant, parce que on l'a dit, Jeep c'est vraiment une marque iconique, et donc elle a ses aficionados, il y a des clubs, et alors il y a également une animation que vous faites depuis quelques années qui s'appelle la Jeep Academy. Je crois que nous en touchiez un petit bout, on en a déjà parlé il y a 2 ans dans l'émission, mais c'est quoi? C'est une école de kata. Comment ça marche la Jeep Academy? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller? Comment on s'inscrit? Combien ça coûte? Et est-ce qu'on vient avec sa voiture? Alors, Jeep Academy, c'est génial. Je confirme. Donc, Jeep Academy, c'est vraiment quelque chose qui est propre à Jeep, qu'on a développé et qu'on a construit en 99, exactement, en même temps que le club officiel de la marque. Et c'est un programme que l'on a fait évoluer toutes ces années et qui nous permet essentiellement de faire découvrir les capacités de sa Jeep à des clients soit qui l'ont déjà acheté ou alors à des prospects qui hésitent, qui sont invités par leur distributeur pour découvrir ce que c'est qu'une Jeep. Donc souvent ça transforme, ça aide parce qu'on n'imagine pas une seule seconde que son véhicule est capable de passer là où passe un Wrangler, mais même un Grand Cherokee ou aujourd'hui un Trello qu'il soit Renegade ou Cherokee. Donc la Jeep Academy, c'est un programme en fait qui tourne sur toute l'année. On organise une 50aine de sessions. Donc c'est une espèce de caravane un peu itinérante. Donc on s'installe dans une quinzaine de sites dans l'année. Et on reçoit donc par session de 25-30 clients et on fait découvrir le 4x4. Alors comment s'y inscrire? C'est relativement simple. On a une plateforme web sur le site, hébergée sur le site jeep.fr avec une partie dédiée au club et à l'académie. Donc on peut s'y inscrire soit directement par le site. Donc le coût est de 95 € pour une personne qui s'inscrit. Et de l'autre, on va avoir
et c'est l'essentiel du fonctionnement du programme, on a un réseau de distributeurs qui achètent en fait des sessions Jeep Academy et qui invitent leurs clients. Donc c'est le corps du fonctionnement de la Jeep Academy. Et c'est en croissance d'année en année, on fait de plus en plus de sessions et avec une satisfaction totale de nos clients qui repartent tous avec la banane. Mais je pense que tu as expérimenté, je crois Alexandre aussi. Ouais. C'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on est bien encadré, il faut le préciser. Et c'est vrai que parfois on nous incitait à s'engager sur des chemins qu'on n'aurait pas forcément pris si on était tout seul. Et c'est assez impressionnant. Ou à pied. À pied aussi. À pied, on irait c'est même déjà pas. difficile. Ouais. Et c'est assez impressionnant de pouvoir conduire dans ces conditions-là tout en étant toujours en toute sécurité. Parce que c'est vrai qu'on voit sur le site de 44.com qu'effectivement il y a des machines très impressionnantes. Là, ce sont les machines de Monsieur Tout le Monde. Et ouais, on s'attend pas forcément. C'est exactement ça l'objectif de Jeep Academy, c'est de dire voilà, je suis client, j'ai acheté ma Jeep, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, et c'est vraiment la pierre angulaire de l'objet de cette école. On l'a fait évoluer depuis l'arrivée de Cherokee et de Renegade, en conservant donc à la fois évidemment la partie purement 4x4, mais aussi je pense qu'il faut voir la transformation de la marque, la transformation des attentes. Aujourd'hui, comme le disait Laurent tout à l'heure, la pratique du 4x4 est quasiment impossible en dehors de zones privées ou organisées ou prévues à cet effet. Donc, Monsieur Tout le Monde, de toute façon, ne peut pas aller faire des folies avec son 4x4 au coin de la rue. Donc, pour autant, il est important d'expliquer ce qui est la raison d'être d'une Jeep, mais aussi expliquer quelle peut en être son exploitation au quotidien. Et un des points fondamentaux de l'évolution de la marque, c'est l'évolution technologique. Donc technologique dans les systèmes tout-terrain, mais aussi technologique dans l'usage quotidien. Donc ce sont toutes ces aides à la conduite qui désormais sont des standards chez Jeep, que ce soit les aides, enfin les radars anti-collision, les alertes anti-franchissement de ligne blanche, tous ces systèmes d'aide qui sont devenus des standards, je pense un peu inaugurés par Volvo et suivis par tous les Allemands. Aujourd'hui, ce sont des équipements qui existent chez Jeep. On ne le sait pas forcément et on essaie aussi, dans un autre type de parcours, de permettre aux clients de comprendre que la technologie Jeep, c'est pas uniquement du 4x4, c'est aussi la technologie du quotidien. Bien, alors on pourra encore en parler des heures, mais il va falloir qu'on avance. On va rester dans l'univers du off-road. Guillaume, vous restez avec nous. On va passer à l'essai de la semaine, qui est l'essai non pas d'un véhicule tout-terrain, mais quand même d'un véhicule 4 roues motrices, qui est la Golf All-Track. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Volkswagen propose un nouveau modèle de Golf et clairement là où on ne l'attend pas. Prête à se rouler dans la boue et à faire des ronds dans le sable, c'est la nouvelle définition All-Track de la Golf, aujourd'hui à l'essai. Construite autour de la version break de la Golf, cette déclinaison All-Track reçoit une garde au sol surélevée de 20 mm et de généreuses protections de bas de caisse en plastique et ou en aluminium suffisant pour assurer le côté baroudeur. À l'intérieur, les changements sont moins nombreux et on reconnaît tout juste la version All-Track au badge disposé sur les fauteuils. Le reste est quelque chose que l'on commence à bien connaître dans l'univers Volkswagen. Dans la présentation, c'est du sérieux avec un assemblage parfait et des matériaux de bonne facture. Le généreux écran tactile dispose des fonctions nécessaires. Le coffre, quant à lui, en configuration 5 places, propose 605 litres de chargement. C'est mieux qu'un Nissan Qashqai, référence de la catégorie SUV, qui propose seulement 430 litres. Un chiffre donc largement favorable à la Golf par rapport au SUV du marché, grâce entre autres à son porte-à-faux arrière allongé de 30 cm par rapport à une Golf 5 portes. L'équipement de série est quant à lui ultra complet car la version All-Track repose sur la finition très haut de gamme Karat de la Golf. Cette finition comprend entre autres le régulateur de vitesse adaptatif, un freinage d'urgence assisté, le GPS, la climatisation, des aides au stationnement avant-arrière, les vitres arrière surteintées, etc., etc.
La Golf All-Track est proposée avec 4 motorisations, un moteur essence TSI de 180 chevaux et des motorisations diesel TDI de 110, 150 et 184 chevaux. Cette version bénéficie automatiquement du châssis piloté DCC qui propose plusieurs modes de conduite dont un inédit off-road. Et vous allez le voir, ainsi équipée, la Golf grimperait presque aux arbres. Alors là, Alex, en off-road, on va quand même prouver l'intérêt d'une technologie particulière de cette Golf, qui est le système qui gère la descente. Pour être clair, dans l'habitacle, on ne voit pas la route, on ne voit pas la piste. Par contre, on va lâcher les freins et on va laisser la voiture gérer tranquillement la descente. On touche à rien. Voilà, on ne touche à rien. C'est quand même raide. Tu ne gères que le volant. Et là, on entend l'index travailler, on entend les freins travailler. C'est le capteur d'ABS qui sert à réguler la descente. Alors là, on va se servir, on a un collègue qui est devant, qui va parfaitement illustrer la transmission 4 roues motrices de cette voiture. On va partir sur un des verts. Voilà, avec des verts. On voit la roue à l'arrière qui tourne dans le vide, mais qui travaille quand même, qui tourne pour continuer de la motricité. Alors on va expliquer un petit peu comment ça marche. C'est un système Haldex 5, un système hydraulique, c'est pas un différentiel tout à fait classique. Mais on se rend compte que la voiture garde une motricité qui est quand même parfaite. Voilà, on est parti. Il suffit d'accélérer, tenir le volant. Voilà, et le couple est réparti entre l'avant et l'arrière. Jusqu'à 100% je crois derrière, Alex. Absolument. On conserve quand même beaucoup là. Donc quand une roue patine, le système répartit le couple sur les autres, tout simplement. Avec la garde au sol surélevée de 20 mm par rapport à un break, on se rend compte que cette Golf, si effectivement on va pas aller la mettre tout à fait comme un bon vieux Range Rover ou Land Rover dans les pires conditions, elle sort de choses avec lesquelles on aurait énormément de difficultés avec une Golf traditionnelle. Absolument. Finalement, j'ai presque l'impression qu'on pourrait partir un petit peu en raid avec cette voiture à condition de lui mettre des pneus spécifiques tout-terrain, des pneus qu'on connaît dans le milieu du 4x4. Sa limite aujourd'hui, c'est peut-être ces pneus routiers dans la boue, quand on va rencontrer des conditions avec cette voiture un petit peu différentes. Voilà, et puis un angle d'attaque et un angle de sortie qui sont évidemment un petit peu inférieurs à ce que proposerait un SUV ou un franchisseur. Donc on ne peut pas non plus mettre cette voiture sur tous les terrains. Parce que rappelons qu'on a globalement le même empattement qui est de 2,63 m, c'est-à-dire la distance entre les roues, que n'importe quel Golf. Par contre, forcément, pour ces versions break, Volkswagen a allongé le porte-à-faux, notamment à l'arrière de quasiment 30 cm. Voilà, des petits croisements de pont. Des petits croisements de pont qu'on va faire gentiment. Alors un croisement de pont, on peut peut-être expliquer ce que c'est. Oui, voilà, vas-y. Alors c'est simple, on est donc dans une série de bosses qui ne sont évidemment pas symétriques les unes par rapport aux autres, ce qui fait qu'on va se retrouver à plusieurs moments avec une voire deux roues hors sol, et ce sont donc les roues qui continuent à toucher le sol qui vont... La roue avant gauche, la roue arrière droite, par exemple. Qui vont récupérer le couple et qui pour permettre à la voiture d'évoluer et de se sortir de la situation, là où avec n'importe quel autre véhicule de roues motrices, on resterait planté au milieu. Alors le mode off-road, on voit bien, ça fait un peu l'effet quand même d'une boîte courte, si on se rappelle une Jeep ou vraiment les véhicules Land Rover. La DSG, elle a vraiment des rapports spécifiques, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de disponibilité dès la première prise de pédale d'accélérateur. Et par contre, finalement on a l'impression que le moteur tire pas très très long, mais c'est fait exprès, c'est vraiment comme ça dans l'esprit du off-road. Alors une montée, t'es prêt ? Mon Dieu. Celle-là on va y arriver ou pas ? Alors, je pense que les Allemands ils jouent à des jeux qu'ils connaissent bien et ils savent que la voiture va grimper, mais vous voyez quand même, on perd totalement la route de vue avec le degré de la pente. Une fois de retour sur l'asphalte, la version All-Track bénéficie finalement de qualités dynamiques quasiment comparables à un break Golf, offrant une très bonne stabilité, un très bon guidage et une très bonne tenue de route en dépit de la garde au sol surélevée. Cette Golf transportera ses passagers dans un confort tout à fait correct. Le moteur TDI 184 chevaux que nous avons essayé conférait à la Golf de belles prestations. Puissance, couple très largement disponible, l'agrément était au rendez-vous. Ce moteur se révèle également assez peu gourmand en termes de consommation puisque nous avons pu relever une moyenne autour de 7,5 litres. En appliquant finalement une recette qui est bien connue au sein du groupe Volkswagen, puisqu'on a des break baroudeurs chez Audi, Skoda et Seat, la marque allemande nous propose une Golf tout à fait convaincante et qui représente une alternative au genre SUV.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Golf All-Track avec Vincent Beaucousin-Jamelin qui n'est pas avec nous cette semaine. Nicolas, on est un petit peu loin de ton univers là. Là, effectivement, oui, on est assez loin parce que le propos du journal du 4x4, c'est vraiment le 4x4 pour les loisirs et en off-road. J'essaye d'ailleurs de faire le minimum de photos et de visuels sur route. Alors là, on va carrément s'éloigner de cet univers du 4x4, Driss, avec un petit focus d'actualité sur un éco-marathon, le Shell Éco-Marathon. Dis-nous rapidement ce que c'est. Alors, le Shell Éco-Marathon, c'est une compétition qui fête ses 30 ans cette année. C'est une compétition qui est ouverte aux étudiants et sa particularité, c'est qu'ils doivent parcourir la plus longue distance en consommant le minimum d'énergie. Donc, c'est une compétition européenne. Cette année, ça va se passer à Rotterdam. Donc, vous avez 7 types d'énergie qui sont répartis en 2 catégories. Vous allez avoir les moteurs, les carburants pour moteurs à combustion interne, ce qu'on connaît habituellement dans nos voitures, avec l'essence, le diesel, l'éthanol, etc. Vous avez les véhicules électriques, les piles à combustible utilisant de l'hydrogène et les batteries électriques qui sont chargées depuis une batterie classique. On a 2 catégories, les prototypes, donc là ce sont des véhicules complètement futuristes comme on peut le voir à l'image, qui sont fuselés. Donc le but c'est de réduire au maximum la friction pour encore une fois optimiser la performance. Et on a également ce qu'on appelle la catégorie Urban Concept, où là ce sont des véhicules un peu plus conventionnels et qui sont adaptés à une situation à la route réelle, ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, vous le voyez, il y a des enfants, donc c'est une grande fête. Oui, ça a l'air d'être assez familial comme ambiance, mais ça reste très sérieux quand même. Ça reste très sérieux. C'est, comme je disais, depuis 30 ans, au début, donc une vingtaine d'équipes, représentant 4 pays. Aujourd'hui, on en est à 230 équipes, 3500 étudiants et 30 pays qui vont participer à la compétition. Tu vas peut-être me demander quel est le record. Exactement, quel est le record ? Alors, quel est le record ? L'an dernier, si tu veux. Alors, on va remonter plutôt à 30 ans. Le prototype de l'équipe suisse Team Henry arrivait en première position avec 680 km par litre. En 2014, c'est une équipe française qui détient le record, la Joliverie, qui a atteint l'équivalent de un peu plus de 3314 km par litre. Donc 5 fois plus en 30 ans. Voilà, donc c'est pas rien. Ce qui correspond environ à 68 000 km avec 30 litres d'essence. On l'a pas dit, c'est du 21 au 24 mai, c'est ça ? Voilà, du 21 au 24 mai à Rotterdam. Donc si vous êtes dans les parages ou si vous avez envie de vous faire un petit week-end familial, je vous recommande d'y aller. Bien. Guillaume, vous vouliez dire quelque chose, non ? Non, bon, je sais pas, quand une Jeep pourra faire 6000 km avec un plein, ce sera pas mal. On ressemblera-t-elle à une Jeep ? Est-ce qu'il faudra qu'elle soit légèrement fuselée ? Un petit peu. Allez, on va passer à autre chose, et c'est toujours dans l'actualité. On parle de kit main libre, parce qu'on en a parlé il y a 15 jours. La réglementation change au 1er juin, c'est ça ? On ne sait pas encore. Je ne sais pas si la date est arrêtée, mais cet été. Voilà. Et donc, on ne pourra plus utiliser ce que j'ai là, c'est-à-dire une oreillette pour téléphoner en voiture, ce qui est jusqu'à maintenant est toujours toléré encore pendant quelques semaines. On sera obligé soit d'avoir un système embarqué dans sa voiture, soit ce genre de petit accessoire. Dis-nous tout. Alors, donc effectivement, aujourd'hui, vous n'aurez plus le droit d'utiliser un casque, vous n'aurez plus le droit d'utiliser une petite oreillette comme ça, qu'elle soit mono ou stéréo. Globalement, quand on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser, si vous avez un appareil qui touche à votre oreille, c'est interdit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce qu'on recommande d'utiliser maintenant, ça reste autorisé. Donc ce sont les kits main libre par soleil. Ça fonctionne de la même façon qu'une oreillette. Donc on va peut-être commencer dans l'ordre. Voilà, je vous ai ramené celui-ci qui est fabriqué par Plantronics. Celui-là, c'est le plus abordable. Il est à 59 €. Ça vous permet donc de téléphoner en conduisant en toute sécurité. Vous n'avez pas besoin de le toucher. Vous l'accrochez au pare-soleil. Au passage, il a 2 micros et un DSP qui vous permet d'annuler l'effet d'écho et d'avoir une conversation, tout ce qu'il y a de plus naturel. Donc je vous ai montré. On peut pas le déballer, c'est compliqué, ces boîtes, toujours. Ouais, il faudrait tout casser. Vous avez également chez Jabra le Freeway.
Alors là, c'est la Rolls-Royce. Celui-là, on peut peut-être essayer de le sortir. Tu peux l'ouvrir pour le montrer. Ça va peut-être être compliqué encore une fois, donc on le voit là. On va y arriver. Donc celui-ci, sa particularité, c'est qu'il a 3 haut-parleurs et qui vous délivre un son virtuel pour avoir une meilleure qualité audio. Si ça vous suffit pas, vous pouvez basculer sur le système de votre voiture, c'est-à-dire que vous allez avoir le son du téléphone qui sera diffusé sur les haut-parleurs de la voiture via le transmetteur FM. C'est quelque chose que j'ai essayé, moi j'étais pas très fan parce que ça dépend. En zone urbaine, c'est un peu compliqué les transmetteurs FM. Voilà, exactement, en particulier si vous êtes du côté de la porte de Bagnolet à Paris où là c'est sport. Donc celui-là est un peu plus grand. Il suffit que son voisin de voiture ait le même et mette sur la même fréquence pour entendre la conversation. La probabilité est quand même faible. Donc voilà, celui-ci est un peu plus cher, il fait près de 100 €. Mais voilà, si vous voulez avoir le nec plus ultra en la matière, vous avez celui-là. Voilà, on voit bien là. Celui-ci est tout petit, c'est le Parrot Mini Kit Neo 2 HD qui a la particularité de se contrôler intégralement à la voix. Il s'accompagne d'une application que vous installez sur votre smartphone, que ça soit iOS ou Android. Et Parrot vous propose également, là on l'a uniquement en photo parce que c'est un peu compliqué de vous le montrer, c'est un système qui s'installe dans votre voiture, donc quel que soit le type de voiture que vous avez. Ça s'appelle le Parrot Asteroid Tablet. Alors là vous allez avoir c'est l'équivalent d'un système embarqué mais qui s'installe sur n'importe quelle voiture, y compris une petite voiture d'entrée de gamme. Pour la moto, il y a aussi des systèmes parce qu'il faut savoir que ce sera également interdit à moto. Donc à moto, vous pouvez conserver tout ce qui est intercom et les systèmes intégrés dans les casques. Donc on vous en a sélectionné quelques-uns. Vous avez le Cardo Show 1 qui lui se pilote également via la commande vocale. Donc voilà, ça s'installe au niveau de la base du casque et vous avez un micro devant la bouche. Ça permet non seulement de téléphoner et d'écouter de la musique, mais également de discuter avec d'autres motards jusqu'à 1,6 km. Il est un petit peu cher, il est à 320 €. Donc bon, voilà, faut avoir envie de... Laurent, en Allemagne, c'est quoi la réglementation sur le kit main libre en 30 secondes? Parce qu'on a malheureusement plus beaucoup de temps, mais on est dans les... Ça prend le même sens qu'en France? Non, pas du tout. Vous pouvez utiliser un kit main libre, quel que soit le modèle, avec ou sans oreillette. Bien entendu, si vous utilisez votre téléphone au volant, vous êtes verbalisé, 60 €, et vous prenez 1 point. Alors, je vous rappelle qu'ici, quand vous atteignez 8 points, vous repassez par la case permis. On part de 0, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Ouais. Oui, il n'y a que 2 pays en fait dans le monde qui interdisent. Si je ne m'abuse, c'est la France bientôt, donc, et l'Espagne ou le Portugal, je ne sais plus. Il faudrait que je revoie mes notes. Dernière solution. Alors en vélo, c'est également interdit. Précisons-le. Vous ne pourrez plus écouter de la musique ou téléphoner lorsque vous êtes au vélo. Et la dernière solution, c'est le petit gadget du moment, c'est ça. C'est une montre, une Apple Watch qui a un petit haut-parleur. J'ai pu l'essayer. Donc vous avez les 2 mains sur le volant et puis vous pouvez discuter, tout commander par la voix. Ça marche très bien aussi. Très bien. La Jim qui a à partir du 2e niveau de finition de toutes les ce sera le mot de la fin. Merci Guillaume, merci à nos invités, donc Guillaume, Laurent et Nicolas. Merci aussi à Benjamin en régie et surtout merci à vous tous de nous avoir suivis. Driss, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Les programmes continuent sur Watch. À tout à l'heure, à plus tard, pardon, salut à tous.